Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Rondeau et je suis réalisateur de documentaires et photographe et je suis spécialisé principalement sur les sujets de conservation de la vie sauvage et des espaces naturels, donc ça veut dire du documentaire animalier, des reportages animaliers, mais aussi scientifiques. J'ai toujours été extrêmement sensible à ces sujets-là, mais globalement, je crois que je fais partie d'une génération qui est face à un gouffre assez anxiogène, face à des crises environnementales qui sont extrêmement graves. Alors là, on parle de la crise de la biodiversité. Toutes les études montrent qu'on a perdu 65% du vivant en 50 ans. C'est assez hallucinant. Les oiseaux des campagnes, c'est moins 80%, les insectes, n'en parlons même pas, donc c'est quelque chose qui est très important. Et en même temps, il y a évidemment la crise climatique, donc différentes crises qui sont liées en fait. Et donc assez vite, voire même très vite, j'ai orienté tout mon travail dans cette direction-là, parce que j'avais envie de prendre part à ce combat-là avec les armes qui sont les miennes, c'est-à-dire les histoires, raconter des histoires dans des films, dans des reportages photographiques, pour faire parler de ces sujets et révéler parfois des choses qui sont un petit peu méconnues. Moi, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur les grands prédateurs. Les grands prédateurs à l'étranger et en France. Donc ça a beaucoup été les félins. Donc en France, ça a été le lynx, par exemple. J'ai travaillé sur d'autres grands félins ailleurs dans le monde. En fait, les grands prédateurs sont souvent au centre d'histoires intéressantes et difficiles parce qu'ils questionnent véritablement notre façon de vivre. Aujourd'hui, on n'a plus la place. On ne veut plus, en tout cas, faire une place pour ces grands animaux charismatiques, emblématiques de la nature. On a des espaces qui sont globalement fragmentés, un peu de partout. Et donc, tout le monde est d'accord pour avoir des moineaux, encore que leurs chiffres sont absolument catastrophiques, d'ailleurs, des moineaux en ville. On a une espèce très importante, mais personne ne veut faire de la place pour ces grandes espèces-là. Donc je me suis intéressé beaucoup à ces grands prédateurs. Quels que soient les pays, alors avec des degrés différents, le premier de tous, c'est bien sûr la disparition des habitats. C'est-à-dire que en l'espace de 60-70 ans, on a complètement bouleversé le visage de la planète. On le sait bien, on le sent bien, et on se rend bien compte qu'on est en train de complètement bouleverser la géographie. Donc globalement, les espèces n'ont plus de place. Un autre aspect important, c'est bien sûr la surexploitation de ces ressources naturelles. On en paye en ce moment le prix avec le coronavirus, qui est un zoonose, donc un virus qui était issu sans doute du monde sauvage. Il faut créer une nouvelle relation avec le vivant. Arrêter de faire une dualité entre sauvage et humain. C'est-à-dire, l'idée générale actuellement qui est acceptée, pas partout, mais en France, c'est que si on rend quelque chose au sauvage à la nature, c'est forcément qu'on va le prendre à nous, êtres humains. Donc quelque part, toute amélioration des conditions du sauvage serait une perte pour nous. Je crois que c'est cette idée qu'il faut vraiment combattre. Il existe bien sûr des exemples de tentatives de cohabitation avec le reste du vivant. J'ai fait en 2020, l'année du coronavirus, même si on n'est pas sorti, j'ai fait un travail sur les écoponts, donc ces ponts qui sont au-dessus des autoroutes et qui permettent de défragmenter les espaces et aux espèces de se déplacer. Donc c'était intéressant, c'est un exemple frappant et visuel de tentative de cohabitation. Il y a des territoires qui sont complètement sacrifiés, sur lesquels bientôt il n'y aura plus rien. Ce sera vraiment un champ de ruines, écologiquement. Et puis on a d'autres territoires sur lesquels on assiste à un retour du sauvage, ce fameux réensauvagement, le rewilding, dû notamment à la déprise agricole qu'on voit un peu partout en Europe. Et là on parle de millions d'hectares à l'échelle de l'Europe. Donc on a un peu les deux. Le Vercors par exemple, que je connais bien, mais les Alpes en général, eh bien il y a quelques années, il y avait quasiment plus aucun bouquetin, il y avait évidemment plus de loups, les cerfs, il y en avait très peu, il n'y avait plus aucun vautour dans le ciel, etc. Donc tout ça, c'est revenu aujourd'hui. Je pense que la première chose à faire, je pense, quand on est sensible à ces sujets-là, c'est d'être membre d'associations qui se battent. À la fois financièrement, effectivement, donner un petit peu d'argent par mois, ça ne nous coûte pas grand-chose et ça peut beaucoup aider, mais aussi pour une question de lobby. C'est-à-dire, il est extrêmement important pour ces associations de montrer qu'elles ont du monde derrière eux, de montrer que ces préoccupations sont partagées par un grand nombre de nos concitoyens. Et lorsque les membres de ces associations sont autour d'une table,
eh bien elles ont plus de poids quand elles ont un grand nombre d'adhérents que évidemment quand elles n'ont pas de grand nombre. Il faut bien s'imaginer que, j'ai envie de dire, le camp d'en face, en tout cas les organisations de lobby économiques, ma foi, agricoles ou cinégétiques, elles sont très bien organisées. Et donc, je crois qu'il faut faire entendre cette voix pour que puisse naître un débat, je veux dire, à armes égales, tout simplement. Peut-être une autre chose à faire, c'est quand on peut emmener ses enfants à côté de chez soi, voir la nature, essayer de les ouvrir à cette culture naturaliste. On a en France un niveau de culture naturaliste qui est finalement assez bas. On n'explique pas à nos enfants les oiseaux, pourquoi ils sont là, pourquoi ils migrent, les différentes espèces de mammifères qui sont autour de nous, comment elles vivent. Et je crois qu'il y a là aussi quelque chose un travail assez intéressant, même super passionnant, parce qu'expliquer ça aux enfants, c'est assez génial, mais qui peut avoir un impact très fort, je crois, sur le long terme. Donc voilà les deux choses qu'on peut faire facilement pour soi-même, pour que tout le monde puisse accompagner et aider cette protection donc, des espaces et des espèces, et puis voire même ce retour, cette restauration des écosystèmes.